Bonsoir, bienvenue à tous. Je me présente, je suis Sylvie Frou, la directrice du FRAC, ce que je n'avais pas fait la dernière fois. Excusez-moi de ne pas m'être présentée à vous. Donc, je vous souhaite la bienvenue ce soir dans cette deuxième conférence de la série intitulée 20e siècle, etc. Bienvenue au nom des structures qui organisent ce cycle, à savoir l'Artothèque de Caen, les âmes, le Centre d'art contemporain WARF d'Hérouville et le FRAC. Donc je vous souhaite tout simplement une bonne soirée. Bonsoir à tous. Merci à vous d'avoir bravé le froid pour se retrouver dans cet amphithéâtre pour ce que j'appellerais ce deuxième épisode. Je vais d'ailleurs me permettre peut-être de dire quelques mots pour les personnes qui auraient manqué le début, comme on peut lire parfois dans les programmes télévisés. Il y a 2 semaines, en fait, on a travaillé sur la question de la peinture avant-gardiste, c'est-à-dire ces mouvements du début du siècle, fauvisme, expressionnisme, cubisme et futurisme, qui avaient cherché à inventer de nouveaux vocabulaires picturaux, de nouveaux styles. Et on avait conclu, enfin j'avais conclu, de manière forcément trop partielle, puisque je m'en ai détenu justement à la peinture, et j'avais quand même laissé entendre que pour ce qui est du futurisme, en fait, ce mouvement ne s'était pas réduit à une pratique picturale, mais avait également donné lieu à d'autres engagements, des engagements dans le domaine du théâtre, dans le domaine du cinéma, et j'avais parlé notamment de cette notion d'œuvre d'art totale. Donc si vous voulez bien, aujourd'hui, je vais reprendre en fait à partir de cette notion d'œuvre d'art totale, qui est en fait une notion issue du romantisme allemand. Et pour la définir de la manière la plus simple qui soit, en fait, cette notion, elle suppose, dans le domaine des arts, de faire appel à différentes disciplines, à ce que l'on pourrait appeler une pluralité de médiums. Alors, pas nécessairement dans une perspective d'éclatement, pas dans une perspective forcément de dissémination, mais en tout cas au début du siècle, peut-être plus dans une logique d'unité, hein, dans une logique de forme unitaire. Et cette idée finalement de forme unitaire, on va la retrouver un peu au long de ma conférence aujourd'hui, elle suppose aussi une chose, elle suppose que les artistes dont je vais parler aujourd'hui ont cherché finalement à lier pas simplement les pratiques artistiques entre elles, ils ont aussi cherché à associer en fait l'art et la vie. Et c'est notamment ce qui est par exemple en jeu à Zurich. À Zurich, donc en 1916, à travers les soirées du cabaret Voltaire et la revue éponyme, c'est-à-dire la revue du même nom. Dans ce lieu, donc, le cabaret Voltaire, et à travers une publication, eh bien, des individus vont se réunir sous une appellation qui apparemment aurait été choisie au hasard, une appellation donc choisie dans le dictionnaire Dada. Dada, D-A-D-A, comme le cheval de bois. Dada, donc, c'est 4 lettres qui, dès son appellation, en fait, écartent tout esprit de sérieux, pour mieux finalement opérer une attaque contre ce que l'on peut appeler, hein, encore durant les années 10, eh bien, les conventions artistiques, la tradition, bref, l'académisme. Alors Dada, c'est avant tout une nébuleuse, hein. C'est une nébuleuse d'artistes, c'est un regroupement d'individualités dans lesquelles on va trouver notamment, eh bien, je vous les cite ici pêle-mêle, on trouve Tristan Tzara, on trouve également Hugo Ball. Je vous en montre un troisième, Richard Welsenbeck. Là, je parle pour l'instant que de Dada à Zurich, hein. Richard Welsenbeck. Il faut également citer pour ce groupe Jean Harpe. N'oublions pas Marcel Janco, ainsi que Sophie Tauber-Harpe et, last but not least, Hans Richter. Alors, Dada, donc, c'est une nébuleuse, c'est un regroupement d'individus, et peut-être que la meilleure façon de définir cette nébuleuse, c'est de dire que ce groupe, déjà, n'a pas à se définir, il n'a pas à se justifier, il n'a finalement pas à s'expliquer.
En fait, sur un mode, vous allez le voir, plutôt corrosif, le regroupement Dada cherche avant tout à délaisser la grandeur. La grandeur, c'est à l'époque l'idéalisme humaniste. Et si en fait Dada fait le choix du refus de la grandeur, c'est avant tout pour affirmer ce que l'on peut appeler son indépendance d'esprit. Car nous sommes en 1916, nous sommes en Suisse, et voilà, nous sommes donc en fait en pleine boucherie, hein, nous sommes en pleine grande guerre qui voit les hommes se faire tuer par millions au milieu des tranchées. Et il faut bien dire que c'est quand même en réaction à la Grande Guerre, eh bien, que ce regroupement a lieu. En fait, les activités des jeunes dada, ou dadaïstes, les activités des jeunes dadaïstes visent à mettre sans dessus-dessous l'art pour mieux justement révéler ce que l'on pourrait nommer l'hypocrisie de la société bourgeoise. Hypocrisie de la société bourgeoise qui défend à l'époque, soi-disant, les valeurs les plus hautes, sauf qu'elle les défend à coups de batterie de canon. Alors forcément, face à une telle situation, eh bien, Dada apparaît avant tout sans but, sans précepte, sans style et sans slogan. Sans but, sans précepte, sans style et sans slogan. En fait, il s'agit juste pour ces artistes, lorsqu'ils se sont regroupés, de faire entendre leur clameur. Et bien sûr, ici, il faut comprendre que leur clameur, c'est avant tout le signe d'une protestation. Alors, à l'occasion de la première soirée Dada, qui a lieu, la date n'est bien sûr pas anodine, le 14 juillet 1916, le manifeste donc écrit par Hugo Ball eh bien, désavoue le principe même de ce qui est devenu un genre littéraire, hein, ce manifeste, et qui veut normalement qu'à travers un texte de ce type, eh bien, un mouvement artistique va affirmer son engagement. En fait, le texte de Ball est surtout polémique. Il est avant tout polémique parce que le texte qu'énonce Ball donc, en cette soirée du 14 juillet 1916 est un texte qui dénie toute prétention au sens. Ici, je vous en ai mis un extrait que je peux vous lire, hein, qui est une suite en fait essentiellement de questions. Comment atteindre la sérénité éternelle en prononçant Dada? Comment devient-on célèbre en prononçant Dada? D'un noble geste et avec de bonnes manières, jusqu'à la folie, jusqu'à l'inconscience. Comment peut-on abolir tout ce qui est anguille et journalier, tout ce qui est mignon et malin, tout ce qui est démoralisé, désanimalisé, maniéré, en disant Dada? Dada, c'est l'âme universelle. Dada, c'est le clou. Dada, c'est le meilleur savon au lait de lys du monde. En fait, voilà, ça c'est peut-être la meilleure définition qu'on pourrait donner de Dada et s'arrêter là. Hein. Dada, c'est finalement le meilleur savon au lait de lys du monde. Alors vous voyez que si Dada apparaît finalement en réponse à chaque question, c'est une manière de dire effectivement que Dada est la solution, mais bien sûr, en guise d'explication, eh bien, Ball, que fait-il, Hugo Ball? Avant tout, il brusque la raison. Il brusque la raison, en fait, il bouscule les habitudes. Et la première des habitudes ici qui est bousculée, c'est bien sûr d'accorder une quelconque précédence ou une quelconque primauté à la logique. Le raisonnement, la logique sont ici bannis. En fait, les membres de Dada s'amusent à quoi? Ils jouent avant tout avec le langage. Ils jouent avec le langage pour surtout le mettre à sac. C'est l'un des enjeux. Et cette idée de mettre à sac le langage, on va pouvoir l'observer notamment dans des poèmes sonores abstraits, comme le célèbre Karawane qui a toujours été écrit par Hugo Ball. Et ici, je vous montre en fait une photo qui montre Hugo Ball en costume justement pour la première lecture de ce poème phonétique. Et en fait, le soir donc de cette première, eh bien, vous le voyez, Hugo Ball avait enfilé un costume cubiste justement pour se moquer eh bien, des formes qui étaient nées quelques années auparavant. Alors d'ailleurs, ce costume, pour l'anecdote, n'était vraiment pas facile, ne lui permettait pas de se déplacer. Et donc, en fait, on l'avait amené sur la scène. Il avait été porté par ses compagnons sur la scène dans le noir, avant de commencer donc l'élocution de son poème phonétique, alors sur un mode qui, à l'époque, paraissait particulièrement solennel. Vous pouvez l'imaginer, nous sommes en 1916 et la réponse en fait à cette attitude et à ce geste d'Hugo Ball, ce fut avant tout la consternation. La consternation, les rires fusent en fait comme au temps du Salon des Refusés de 1803, comme au temps finalement donc face à Manet.
Et en fait, ce qui irrite en quelque sorte le spectateur à l'époque, eh bien, c'est la dimension primitive du texte de Bâle, une dimension primitive en fait qui témoigne que l'artiste fait table rase de toute pensée rationnelle. En fait, ici, il s'agit avant tout d'inventer des sons. Il s'agit d'inventer des sons qui sont quasiment inaudibles dans la mesure en fait où il ne donne rien à comprendre. En tout cas, il ne donne rien à comprendre, rien à entendre d'intelligible, sauf bien sûr si tout à coup on commence à s'intéresser au langage en termes de rythme, en termes de cadence, en termes de répétition, en termes de syntaxe, c'est-à-dire tout à coup si le langage devient lui aussi un matériau proprement plastique. Car, comme le remarque Tzara à l'époque, la pensée se fait dans la bouche. Ça, c'est aussi une phrase comme ça qui est assez emblématique de ce mouvement. La pensée se fait dans la bouche. C'est bien là, pour l'artiste, une manière de souligner la recherche d'une matérialité concrète, une matérialité concrète qui, bien sûr, s'oppose aux idées éthérées. Et c'est une manière de mettre en avant ce avec quoi l'art se fait, plutôt qu'au nom de quoi il est réalisé. Alors pour l'instant, j'ai parlé essentiellement de Bâle, de Hugo Bâle, mais Bâle n'est bien sûr pas le seul à aller dans le sens de ce que l'on pourrait nommer une spontanéité barbare, un véritable pied de nez, en tout cas, à l'art mesuré, à l'art équilibré, qui est encore vanté par justement une sorte de néoclassicisme qui est en fait vanté généralement par tous les pompiérismes. Parmi les membres du couple, donc j'ai cité tout à l'heure Marcel Janco. Marcel Janco, lui aussi, regarde du côté d'une spontanéité et il propose notamment des masques. Il propose des masques. Il ne les crée pas ici à partir de modèles d'Afrique ou d'Océanie. En fait, ce qui est en jeu ici dans ces visages, c'est de créer ce que l'on pourrait nommer une sorte de tribalisme occidental. Alors pour cela, vous le voyez, en fait, Marcel Janco fait appel à des matériaux éphémères. Ce sont des matériaux de rebut, c'est-à-dire des matériaux pauvres, des matériaux qui n'ont aucune valeur, comme le carton, par exemple, qu'il va assembler pour donner à voir donc des constructions. Ici, ce sont des constructions figuratives qui cherchent en fait à capter ce que l'on peut appeler l'esprit Dada, parce que Dada, j'en ai parlé en termes de nébuleuse, mais peut-être que le mot le plus juste, ce serait celui d'esprit. Donc il cherche à capter l'esprit Dada qui a notamment été défini par ses acteurs eux-mêmes comme illogique et éternel, puisque Dada, effectivement, est de cet ordre. En fait, Dada est avant tout inutile et inclassable. Alors, cependant, des manifestes et des écrits à propos de Dada, on en a de nombreux, on peut s'y référer. Et par exemple, on peut renvoyer au texte, au manifeste que Tristan Tzara a écrit en 1918, dans lequel il explique, et là je le cite, que Dada détruit les tiroirs du cerveau et ceux de l'organisation sociale. Donc détruit les tiroirs du cerveau et ceux de l'organisation sociale. Encore une fois, il s'agit bien de mettre en pièces, en quelque sorte, la raison, la pensée. Et Dada, en fait, pour toujours Tristan Tzara, est synonyme de l'abolition de la mémoire, de l'archéologie, mais aussi de l'abolition du futur et des prophètes. C'est-à-dire qu'on dénie toute validité au passé, mais on dénie aussi toute validité au futur, et là, cela montre en quelque sorte le décrochage ou la différence que l'on peut instaurer entre Dada et par exemple les avant-gardes dont j'avais pu parler il y a 2 semaines. Et en fait, si Dada refuse à la fois le passé et l'avenir, c'est bien parce que Dada est pour la liberté propre à l'instant présent. Il est pour la liberté propre à l'instant présent. Et de ce point de vue, on peut même considérer que Dada est une sorte d'ode à l'enfance, c'est-à-dire ce moment de la vie où l'intensité de l'instant est vécue pleinement. Alors d'ailleurs, ces artistes n'ont pas peur de regarder du côté de la naïveté, comme les enfants.
Et c'est vrai qu'on a souvent assimilé finalement les poésies phonétiques et la poésie de manière plus générale Dada à une forme de babillage, un babillage qui a avant tout pour mérite eh bien, de refuser là encore l'intellectualisation et qui surtout se positionne contre eh bien, la différenciation qui est propre au langage, hein, c'est-à-dire cette espèce de distance et de recul qu'implique tout à coup un langage intelligible et rationnel. Alors cependant, il faut immédiatement quand même ajouter ceci à mon propos, c'est que Dada est une nébuleuse plurielle. Et là, finalement, même si j'ai commencé à expliquer que Dada n'était pas définissable, vous voyez, je vous donne un certain nombre d'éléments qui permettraient comme ça de dessiner les contours d'une silhouette. Sauf que Dada ne se limite pas à Zurich, hein. Dada ne se circonscrit pas à Zurich. On peut citer Berlin, on peut citer New York, on peut citer Paris, Hanovre. En fait, Dada va essaimer aux quatre coins de l'Occident. Et c'est là une manière justement de prétendre, encore une fois, à la multiplicité. Et une multiplicité qui, dans le cas présent, n'a pas peur de la contradiction. Dada, c'est avant tout un mouvement pluriel, mais aussi un mouvement contradictoire. C'est un mouvement contradictoire. En fait, Dada est contre tous les styles déjà, hein, donc il n'y a pas de logique d'unité via justement un vocabulaire pictural ou artistique, hein. Dada est contre tous les styles, même d'ailleurs contre les styles les plus novateurs, ou en tout cas les plus récents, tels que le cubisme et le futurisme, pour parler donc de ceux que j'avais déjà évoqués. Alors pour autant, si Dada est contre les écoles, contre les styles, il reste que chez certains d'entre eux, eh bien, on peut considérer que Dada promeut l'abstraction, notamment si on lit et si on en croit Tristan Tzara. Dada serait alors contre l'harmonie, pas forcément, puisque si cette fois-ci on lit Jean Harpe, eh bien, Dada, ce serait une aspiration, je le cite, à un ordre nouveau. Donc il y a quand même chez certains la notion d'ordre, à un ordre nouveau qui put rétablir l'équilibre entre le ciel et l'enfer. Donc un ordre nouveau qui put rétablir l'équilibre entre le ciel et l'enfer. Voilà une autre définition donnée par donc l'un de ses acteurs les plus vifs, hein, Jean Harpe. Mais encore une fois, on pourrait, sur le mode presque de la litanie, eh bien, multiplier les définitions de ce groupe, non pas pour préciser les choses, mais peut-être pour laisser entendre justement cette dissémination et cette idée que finalement, Dada, eh bien, ce sont quatre lettres que chacun de ces acteurs a cherché à se réapproprier et à faire sien. Donc Dada n'est pas juste, comme on a pu à un moment le considérer, comme un anti-art, hein. Ce n'est pas juste un anti-art. Dada ne fait pas juste l'éloge du nihilisme. Il n'énonce pas simplement l'appel de la destruction de toute culture. Certes, il est cela, mais il est aussi plus, hein. D'ailleurs, il n'est pas non plus justement seulement pure positivité. En fait, on pourrait de ce point de vue reprendre le titre d'un texte de Raoul Haussmann, qui en fut là aussi l'un de ses plus brillants acteurs, qui disait donc que Dada est plus que Dada. C'est-à-dire que finalement, Dada excède dans son principe même eh bien, cette mouvance qu'il définit. Et pourquoi Dada est-il plus que Dada? Eh bien, là, pour le coup, Haussmann se permet une explication. Dada est plus que Dada car, je le cite, « la multitude en soi est toujours adorable. Elle représente le nombre et le nombre est plus que l'être en soi. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'être en soi de Dada. En fait, pour le dire de manière peut-être encore plus simple, il n'y a pas d'essence propre à ce mouvement. Encore une fois, ce mouvement est plutôt de l'ordre de la dissémination. Il est, si on peut prendre là un terme un peu plus contemporain, il serait de l'ordre du virus. Alors ce virus, cette approche de l'art et de l'esthétique, elle passe par des pratiques protéiformes qui justement ne se limitent pas aux catégories classiques hein, que sont la peinture et la sculpture. Et parmi ces différentes approches qui vont être utilisées par les membres de Dada, on trouve notamment le collage. La technique du collage qui a été bien sûr initiée par les cubistes. Et le collage va vraiment jouer un rôle primordial hein, chez les artistes Dada. Le collage, mais aussi peut-être plus nettement encore le photomontage. Le photomontage va être un des moyens d'expression privilégiés de ce groupe. Le photomontage notamment
qui va, alors là pour le coup à Berlin, très précisément, à Berlin, devenir une technique qui rompe avec bien sûr la perspective albertienne, c'est-à-dire la perspective géométrique, la perspective classique issue de la Renaissance, c'est-à-dire cette idée finalement qu'une œuvre d'art illusionniste serait avant tout une fenêtre ouverte sur le monde. Et en fait, en lieu et place de cet espace unifié que représente, encore une fois, la perspective albertienne, cette fenêtre ouverte sur le monde, on va observer quoi dans les photomontages Dada? Eh bien, comme vous le voyez, par exemple, dans ce photomontage donc, de Raoul Haussmann, eh bien, on va observer avant tout un morcellement de l'espace, un morcellement qui tient avant tout en l'hétérogénéité des sources utilisées. Alors on peut prendre un deuxième exemple, ABCD, toujours de Raoul Haussmann, donc toujours issu de cette mouvance berlinoise. Et ABCD, en fait, est exemplaire justement de l'enchevêtrement propre à cette technique. Ici, vous voyez un enchevêtrement de fragments collés qui d'ailleurs se chevauchent les uns les autres. Alors ce dispositif, il permet tout d'abord de créer un effet de saturation chaotique, un effet de saturation donc visuelle. Et ici, il faut avoir à l'esprit, ça rejoindra ce sur quoi j'avais terminé ma première conférence, il faut avoir à l'esprit qu'en fait, la saturation dont il est question, elle cherche à transposer plastiquement, donc visuellement, la poésie phonétique, la poésie sonore abstraite que ces artistes vont mettre en jeu. Alors, en fait, l'idée, bien sûr, pour Dada, c'est de créer un nouveau langage, encore une fois, à la fois sonore et visuel. Et d'ailleurs, vous voyez ici que c'est bien cette poésie phonétique qui est en quelque sorte l'objet de ce collage, l'objet de ce photomontage, puisque on voit notamment le titre ABCD qui apparaît au cœur même de ce collage, et il apparaît bien sûr au niveau de la bouche ouverte de l'artiste, laissant entendre justement le cri en quelque sorte de ce renouvellement du langage nécessaire. Alors ici, il y a un grand nombre d'éléments employés venant de sources diverses. On reconnaît en fait pêle-mêle, je peux vous faire un petit inventaire, pas encore à l'après-vert, mais on a un billet de banque tchèque en fait qui fait référence à une tournée Dada de 1921. Vous avez une planche anatomique tirée d'un manuel médical qui montre un toucher vaginal, avec les chiffres d'ailleurs 1 et 7 qui, eux, renvoient à la création divine. Donc ici, une forte charge, bien sûr, provocatrice. Vous avez une carte de l'Éthiopie. Et bien sûr, le choix de l'Éthiopie ici n'est pas anodin, puisqu'il renvoie à la dérive de Rimbaud, qui a abandonné la poésie. Vous avez également des lettres qui apparaissent pêle-mêle, des lettres qui présentent différentes topographies. Vous aurez noté aussi la présence, par exemple, de la Voie lactée. La Voie lactée qui, pareillement, semble être criée, ou en tout cas sortir de la bouche de l'artiste. Et puis, on a également des tickets où on peut lire en fait des chiffres, mais aussi le mot Stücke qui signifie en fait en allemand morceau ou pièce. Alors, ce qui montre que malgré cette dimension de confusion ou de chaos que j'ai évoqué, on est quand même dans un régime qui est celui de l'autoréflexivité, c'est-à-dire que le mot ici morceau ou pièce fait bien sûr référence aux modalités même de la création, c'est-à-dire à la façon dont l'œuvre est constituée. L'œuvre est effectivement créée à partir de morceaux, elle est créée à partir de fragments, elle est créée à partir de Stücke. Alors on le voit ici finalement, ces éléments composites, ils s'associent, ils s'entrechoquent pour créer en fait un autoportrait de l'artiste, mais vous noterez que cette idée d'autoportrait, elle passe plus dans le cas présent par la notion de parcours que par la notion d'identité. Et ça renvoie justement à cette volonté de disséminer le moi, en quelque sorte. L'artiste est multiple, l'artiste est pluriel, et l'enjeu, bien sûr, ici, ce n'est pas de définir à trait trop appuyé les contours d'une silhouette. Alors, pour le coup,
pour le coup, comme on est effectivement sur ce mode-là, eh bien, on peut dire qu'il n'y a pas, dans un collage de ce genre, de signification explicite, hein, il n'y a pas de signification directe. Par contre, à travers tous les éléments que je vous ai cités, eh bien, on a un jeu de résonance. Un jeu de résonance privé d'ailleurs qui s'observe. Hein, et d'ailleurs, vous noterez que dans ce jeu de résonance, eh bien, le cosmique et le trivial sont en quelque sorte eh bien, pris dans un même élan, sont tenus en tout cas dans un même élan. Alors à l'intérieur de ce collage, en fait en dessous du visage de Raoul Haussmann, vous noterez le mot Merz qui apparaît. Le mot Merz, en fait, fait ici référence à un mouvement qui a été créé par un seul artiste, un artiste très proche du mouvement Dada. Cet artiste, c'est Kurt Schwitters. Et en fait, Raoul Haussmann était très proche de Kurt Schwitters. Ils avaient en fait réalisé à Hanovre, en septembre 1923, une action ensemble. Et en fait, même si Kurt Schwitters n'appartient pas directement à Dada, en fait, il fut refusé par Dada Berlin, on peut quand même le considérer comme étant assimilé au groupe. Il est proche, je l'ai dit, de Haussmann, de Raoul Haussmann. Il est aussi proche de Jean Arp. Et en fait, avec ces deux artistes, Haussmann et Arp, ils partagent le même désir d'autonomie de la création esthétique. Et ce désir en fait d'autonomie de la création esthétique, il passe bien sûr, j'en avais parlé il y a 2 semaines, mais je peux rapidement répéter la notion ici, il passe bien sûr par bien, le refus, hein, le premier refus qui est celui de l'illusionnisme, c'est-à-dire le refus de la représentation. Et voilà notamment ce que disait Schwitters à propos de son travail et à propos même de ses intentions. Il disait toute intention justement de reproduire les formes de la nature, donc toute intention de reproduire les formes de la nature porte préjudice à la qualité de l'observation. Excusez-moi, j'ai perdu ma ligne. Toute intention de reproduire les formes de la nature porte préjudice à la qualité de l'élaboration conséquente d'une expression. Je renonçais à la reproduction d'éléments naturels et ne peignis qu'avec les éléments du tableau entre eux, comme à l'époque de l'Académie, non plus afin de reproduire la nature, mais afin de l'exprimer. Donc il s'agit d'exprimer la nature et non plus de la reproduire. Et en fait, très concrètement, pour Schwitters, il s'agit ici de mettre en avant les matériaux et de conférer en fait à son œuvre un rythme propre et un rythme qu'il considère issu de la nature. Alors, je vous montre ici un exemple, un MZ169 forme dans l'espace. En fait, on voit ici que l'artiste emploie justement les mêmes matériaux pauvres que Marcel Janco pour ses masques primitifs. Ici, en fait, Schwitters fait appel à des imprimés, il fait appel à du papier de soie, à des gaz, c'est-à-dire en fait ici qu'il travaille un certain nombre de matières, hein, des matières qu'il associe justement pour définir, pour proposer une sorte de tableau tactile. Et bien sûr, on pourrait noter, comme je l'ai fait précédemment, on pourrait noter ici que les éléments sont bien sûr hétérogènes, mais ces éléments, si hétérogènes soient-ils, ils forment ici... Il forme avant tout une création unitaire. Il forme une création unitaire, notamment grâce au vocabulaire géométrique qui est utilisé par l'artiste, c'est-à-dire ce vocabulaire de forme à facettes. Et puis vous noterez aussi que par souci d'unité, vous avez des couleurs qui se répondent et une intégration en quelque sorte chromatique qui semble ici évidente. Alors la nature, donc, elle n'est pas représentée, hein, encore une fois. La nature, en fait, elle est l'ordre auquel l'artiste est affilié, je dirais, de manière naturelle. En tout cas, c'est ainsi que Kurt Schwitters entend les choses. Alors, il ne va pas simplement travailler à l'échelle du tableau. En fait, Kurt Schwitters va, à travers ce qu'il appelle le Merzbau, il va développer sa création dans sa maison, hein, à Hanovre, à une échelle architecturale. Donc, vous voyez qu'ici, on est encore dans cette logique qui a initié mon propos, c'est-à-dire cette logique d'œuvre d'art totale qui fait que tout à coup, l'art ne se réduit plus à une dimension qui serait celle justement du plan pictural.
rural. Donc ici, le Merzbau, c'est comme l'extension de ces tableaux, l'extension de ces premières propositions. En fait, il s'agit d'une structure qui est réalisée à partir de volumes, des volumes en plâtre, des volumes blancs. Et ces volumes, en fait, constituent des plans imbriqués, les uns dans les autres. Et en fait, la structure en question, elle est traversée par des tiges, elle est traversée également par des poutrelles généralement de section carrée. Et on a en fait ici un dispositif qui permet de créer des niches, puisque le Merzbau est une œuvre en soi, mais cette œuvre en soi accueille aussi d'autres œuvres, des œuvres en fait de l'artiste lui-même, c'est-à-dire des œuvres de Schwitters, et puis des œuvres d'autres amis, d'autres compagnons artistes. Donc ici, on voit justement comment, encore une fois, l'œuvre en quelque sorte se développe jusqu'à intégrer en quelque sorte, jusqu'à prendre la taille d'un environnement et jusqu'à intégrer la vie. Donc ici, c'est un élément, encore une fois, qu'il faut avoir à l'esprit pour comprendre l'enjeu et l'engagement de l'art dada. L'art dada, c'est bien cet art qui a cherché effectivement à concilier, je le dis d'une formule un peu facile, mais qui a cherché à concilier l'art et la vie. Alors en 1923, Schwitters, Arp et Zara vont signer avec un autre artiste qui s'appelle Theo van Doesburg un manifeste art prolétarien, un manifeste art prolétarien dans lequel justement ils vont expliquer leur souci d'autonomie, puisqu'ils disent, je les cite, que l'art que nous voulons n'est ni prolétarien ni bourgeois, parce qu'il doit développer des énergies assez fortes pour agir sur l'ensemble de la culture au lieu de se laisser influencer par les rapports sociaux. Alors ce texte, Manifeste art prolétarien de 1923, c'est là encore une manière, si vous voulez, de noter le pluralisme de Dada, puisqu'en fait ce texte, il est écrit avec une référence bien particulière à l'esprit. En fait, c'est une façon pour ces artistes de répondre à l'engagement politique qui caractérise justement une partie de la frange berlinoise de Dada. Puisque s'il y a comme ça un trait qui permettrait de caractériser Dada Berlin, c'est notamment l'engagement politique, l'engagement politique de deux de ses membres, donc George Grosz et John Heartfield. George Grosz et John Heartfield qui en fait sont très proches à l'époque, dès 1918, ils sont très proches en fait de la Ligue spartakiste. La Ligue spartakiste, c'est en fait un mouvement marxiste révolutionnaire dont les principaux fondateurs sont Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. Et en fait, les deux fondateurs de cette Ligue spartakiste furent tués à la suite de l'insurrection communiste à Berlin en janvier 1919. Alors justement, Grosz et Heartfield vont proposer des œuvres qui apparaissent plus explicitement engagées. Grosz propose notamment une peinture, on peut dire, au vitriol, des règles sociales. Il va créer des scénettes de la vie quotidienne qui ont une caractéristique, c'est qu'en fait, dans ces scénettes, tout le vernis de la vie sociale est en quelque sorte ôté. C'est le cas notamment donc, de cette aquarelle qui s'appelle Circé. Alors bien sûr, s'il s'agit de Circé, c'est bien parce que Grosz fait référence au personnage du chant 10 de l'Odyssée, qui transforme donc les compagnons d'Ulysse en pourceaux. Sauf que vous aurez bien sûr noté que nous avons affaire ici à une version contemporaine du mythe. Et en l'occurrence, la déesse grecque a été transformée en prostituée. Et si cette déesse grecque elle a été transformée en prostituée, c'est bien sûr pour mieux métamorphoser le bon bourgeois attablé en porc, comme vous pouvez le noter. Alors ici, il est clair que nous sommes dans le registre de la caricature qui est une véritable arme pour Grosz. Et d'ailleurs, dans le cas présent, dans cette aquarelle, on peut noter les couleurs acidulées utilisées par l'artiste, les couleurs acidulées qui participent justement de l'affirmation de la trivialité de la situation. Et bien sûr, cette trivialité, elle a un but, elle vient en quelque sorte contredire la supposée respectabilité de la classe dominante allemande, cette classe cultivée qui, à l'époque, se repose sur un confort intellectuel.
Gross, lui, à n'en pas douter, est un anarchiste. C'est un anarchiste qui refuse toute morale, qui refuse toute politique. Et d'ailleurs, il ne tente même pas d'imposer Dada, puisqu'il explique ceci, je vous le cite, il dit « Notre dernier cri de guerre sera à bas les dadaïstes et aussi à bas le dadaïsme. À ce moment-là, je peux vous assurer que je serai fier de me battre comme traître, ce qui est le secret du progrès. » Alors on voit là bien sûr qu'on a affaire à un propos provocateur qui est en fait une façon stridente, une façon acerbe, notamment de souligner, de souligner le refus de toutes les orthodoxies, de souligner bien sûr le déni notamment du pouvoir. Alors le déni des orthodoxies, le déni du pouvoir, on peut aussi l'observer donc chez son camarade John Heartfield. John Heartfield qui, à partir de 1924, en fait, va initier des photomontages, alors là, qui sont explicitement militants. Ce sont des montages militants qui vont d'ailleurs l'amener à collaborer en 1930 avec un journal ouvrier, l'Arbeiter Illustrierte Zeitung. Alors ici, vous avez le premier photomontage en fait que John Heartfield a réalisé en 1924, Vater und Sohn, père et fils. Et en fait, ici, on voit le général Hindenburg, qui va devenir d'ailleurs l'année suivante président du Reich. Et vous voyez ici la critique et la dénonciation qui est faite et qui est explicite, puisque ce photomontage laisse entendre que Hindenburg envoie à une mort certaine les nouvelles générations, puisque vous avez noté que dans le bas du photomontage, on trouve une troupe de petits soldats, de soldats enfants, qui passent en fait en revue devant les cadavres, qui sont bien sûr les cadavres de la Grande Guerre. Alors, dans ces photomontages, John Heartfield va chercher notamment à contrecarrer la montée du fascisme. Il va donc faire appel pour cela à des œuvres au message explicite, No Pasaran notamment, pour ici la guerre d'Espagne en 1936 contre le fascisme, contre l'armée franquiste. Et ici, effectivement, on a un exemple qui montre que John Heartfield fera souvent appel à l'humour et cherchera le plus souvent en fait à ridiculiser à la fois Adolf Hitler et toutes les petites figures fascistes qui se développent durant l'entre-deux-guerres. Alors, 1936, à cette époque, il est clair que Dada n'est plus. Dada n'est plus. Dada n'est plus, en fait, en tant que groupe constitué, c'est-à-dire avec toutes ces individualités dont j'ai parlé. Toutefois, on peut considérer que Dada continue à courir partout. Dada continue à courir partout en tant, encore une fois, qu'esprit, tel que je l'ai énoncé. Et Dada court notamment à Paris. Il court à Paris où Tristan Tzara est arrivé en 1920, précisément en janvier 1920, où il a été accueilli par une très forte personnalité, une personnalité tout aussi originale et singulière qu'il l'est. Cette personnalité, c'est Francis Picabia. Alors à Paris, en fait, Tzara va rencontrer aussi André Breton et il va à ce moment-là participer en mai 1921 à un procès fictif, le procès de Maurice Barrès, sur une idée en fait de Louis Aragon. Alors, Barrès, vous savez sûrement, c'est un écrivain et député nationaliste. Et en fait, dans le cadre de ce procès mis en scène par les surréalistes, cet homme donc, est jugé pour crime contre la sûreté de l'esprit. Il est jugé pour crime contre la sûreté de l'esprit. Breton est le président de l'Assemblée, il préside l'événement, et Tzara, en fait, donc dans cette mise en scène, va être appelé à la barre. Il est appelé à la barre en tant que témoin, puisque Dada devrait être le meilleur témoin face à ce conservatisme. Mais en fait, plutôt que de répondre à cette injonction, d'une certaine manière, de Breton, le poète roumain, Tzara, donc, décide de tourner en dérision cet événement lui-même. Et en fait, à la barre, il ne cherche qu'une chose, à se faire passer pour un imbécile.
Et ici, c'est en fait une façon de disqualifier l'idée de tout jugement. C'est l'idée finalement que Dada a une vocation qui est avant tout libertaire. Et bien sûr, cette vocation libertaire, elle intime un seul ordre, c'est de refuser de se mettre au service d'une cause. Et si je parle de cet événement, c'est tout simplement parce que ici, dans ce procès Barès et cette scission qu'il va y avoir entre Tzara et Breton, eh bien, se lie peut-être l'opposition, ou en tout cas la distinction que l'on peut opérer entre justement ce mouvement Dada et le mouvement surréaliste que Breton va fonder 3 ans plus tard, c'est-à-dire en 1924. On peut le dire peut-être autrement, et noter que, d'une certaine manière, le surréalisme va quelque peu systématiser et donc peut-être assagir la folie Dada, puisqu'elle va transformer en fait toutes les innovations Dada, et notamment la poésie phonétique des Bâle et Schwitters et consorts, elle va le transformer, tout ce matériau en l'expression de la psyché dans sa forme inconsciente. Alors, dans le premier manifeste, d'ailleurs, Breton, lui, définit très sérieusement le surréalisme, là où Dada, justement, cherchait à éviter cet exercice. Et Breton, donc, définit le surréalisme, je vous le cite, comme un automatisme psychique pur par lequel on se propose d'exprimer, soit verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, le fonctionnement réel de la pensée. Et donc le surréalisme, en ces termes, ce serait une dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison. On voit quand même qu'il y a quelques points de jonction avec Dada, en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Autrement dit, le surréalisme s'oppose bien sûr à la pensée cartésienne, qui s'appuie sur la raison, et il s'oppose en fait à la pensée cartésienne pour faire appel, pour mettre en valeur l'association d'idées, le rêve, la distraction mentale, l'imprévu, tout ce qui finalement constitue une sorte d'opposition, ou tout ce qui est réprimé par la société bourgeoise, une société basée avant tout sur le travail et l'esprit de sérieux. Les surréalistes, bien sûr, prennent à revers ces conceptions. Les surréalistes vont être, si j'ose dire, au service de l'imagination, ils vont être au service du merveilleux, au service également des puissances de l'amour, et finalement, on retrouvera cette idée que chez les surréalistes, l'esprit est en enfance. L'esprit est en enfance au même titre qu'on a pu le voir chez Dada. Alors pour les surréalistes, la poésie joue bien sûr un rôle primordial, et la poésie, c'est avant tout l'expression spontanée, l'expression authentique de chaque individu. Et à ce titre, la poésie en soi présente une sorte de potentiel critique. Elle a un potentiel critique à l'égard des lois sociales. Pour quelle raison ? Parce que ces lois sociales, selon Breton et ses compagnons, ces lois sociales, elles corsettent l'imagination, elles engoncent en quelque sorte la fantaisie non contrôlée. Il s'agit donc, pour tous ces artistes, de faire appel au pouvoir de l'esprit, comme par exemple dans les paysages non localisables d'Yves Tanguy. Je vous en montre ici un exemple tout à fait emblématique de sa production. Vous voyez ici qu'on a affaire à des éléments biomorphiques. Alors j'ai dit que nous étions ici face à un paysage non localisable, mais il faut aussi noter que ces éléments biomorphiques, ils sont eux-mêmes non identifiables. C'est-à-dire que nous avons affaire ici à des œuvres qui sont à mi-chemin entre figuration et abstraction, à mi-chemin entre figuration et abstraction. Et ces peintures, les peintures de Tanguy, ce sont avant tout des rêveries. Ce sont des rêveries qui présentent des formes allusives qui, dans un certain nombre de cas, c'est ici sensible à mon avis, font référence à une sorte de vie cellulaire, c'est-à-dire à une sorte de vie biologique primaire. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que l'artiste ici pose ses couleurs au hasard, il étend ses couleurs au hasard, et puis dans un deuxième geste, il va tout à coup venir préciser les formes, et il précise notamment les formes en leur ajoutant des ombres, c'est très net dans cet exemple, et ces ombres, en fait, on peut leur donner une charge symbolique, puisqu'elles sont en quelque sorte l'expression de ce continent intérieur qui magnétise justement les surréalistes, et auquel le surréalisme cherche en quelque sorte à avoir accès.
Alors les peintures réalisées par tous les membres du groupe sont de cet ordre, c'est-à-dire que ce sont des visions, ce sont des songes, mais là encore, nous avons affaire à des artistes qui vont travailler d'autres médiums, qui vont avoir d'autres approches. Et ils vont notamment réaliser un certain nombre d'objets dans la droite filiation du ready-made du Champien, sauf que ici il n'y a pas de neutralité. En fait, les objets surréalistes, ce sont avant tout de curieux rébus, des rébus non fonctionnels qui paraissent libérer d'une certaine manière les tensions psychiques, les tensions libidinales, comme dans cette œuvre donc qui a un titre ambivalent, le cadeau. Vous voyez ici que le cadeau correspond en fait à un fer à repasser, dont la semelle présente des clous de tapissier pour créer un curieux hérisson industriel, une sorte d'objet offensif qui a, alors là pour le coup, effectivement perdu sa fonction. On voit bien que cet objet, il a un premier effet, c'est tout à coup de nous mettre face à une évidente contradiction, puisqu'on ne peut plus utiliser l'objet, puisque là, il ne s'agirait même pas simplement de froisser les vêtements. Alors l'importance accordée à l'imagination est bien sûr un des traits commun à tous ces artistes surréalistes. Et en fait, cette importance accordée à l'imagination, elle suppose qu'il ne saurait y avoir de respect pour la morale ou à l'égard de la morale, à l'égard bien sûr aussi des croyances religieuses qui, aux yeux des surréalistes, sont de vieilles lunes, des vieilles lunes qui sont à condamner, notamment parce que les croyances religieuses répriment le désir. Alors de ce point de vue, cette œuvre de Max Ernst est assez marquante, la Vierge corrigeant l'enfant Jésus. En fait, ici, le peintre Ernst fait référence à un souvenir d'enfance qui a ressurgi lors d'une séance d'hypnose surréaliste, justement, puisque les artistes étaient férus de toutes ces pratiques médiumniques. Et en fait, à l'âge de 7 ans, eh bien, Ernst s'était échappé de la maison familiale en chemise de nuit et il était apparu notamment à des passants tel l'enfant Jésus. Et donc, après l'avoir corrigé, en fait, son père l'avait peint sous ses traits divins, sous les traits donc, de l'enfant Jésus. Et là, on peut dire que finalement, ce tableau est une réponse à la figure paternelle. Ernst répond quelques années plus tard à son père avec un tableau dans lequel eh bien, la Vierge apparaît comme une figure autoritaire, une figure plutôt masculine, autrement dit, une figure paternelle. Alors, une telle représentation, une telle peinture montre bien que le surréalisme s'en remet justement aux associations d'idées. Le surréalisme s'en remet à la déambulation somnambulique de la pensée, beaucoup plus, bien sûr, qu'aux vérités autoritaires, beaucoup plus, bien sûr, qu'au dogmatisme. Alors, cependant, il y a bien sûr certaines crispations, en quelque sorte, ou en tout cas une certaine violence dans le groupe, qui passe notamment par un anticléricalisme très affirmé, un anticléricalisme qui va se conjuguer d'ailleurs à l'époque à un anticapitalisme, et cette position, elle s'affirme dès 1925. En fait, André Breton et ses amis vont, comme Dada Berlin, d'une certaine manière, chercher à concilier poétique et politique. Ils tentent en fait de lier à la fois l'idéal de Rimbaud, la fameuse idée de changer sa vie, changer la vie, avec le programme de Marx qui est celui de transformer le monde. Et en fait, ils reprennent à leur compte, le programme d'Isidore Ducasse, c'est-à-dire le fameux conte de Lautréamont, qui avait écrit ceci, cette formule: la poésie doit être faite par tous, non par un. La poésie doit être faite par tous, non par un. Voilà le programme minimal, en quelque sorte, du surréalisme, qui dit quoi ? Qui dit que la poésie peut être un levier, encore une fois, pour faire sauter, en quelque sorte, les gonds de la société. Alors, faire sauter les gonds de la société dans les années 20, cela suppose, en tout cas, ou cela s'entend pour Breton et ses compagnons, eh bien, cela se pose comme la nécessité de passer par un rapprochement avec le communisme. Et il y a quand même ici un élément qu'il faut immédiatement ajouter,
c'est qu'André Breton et ses compagnons ne sauraient être aux ordres d'un parti. En fait, ils veulent avant tout mettre le surréalisme au service de la Révolution. Et d'ailleurs, le surréalisme au service de la Révolution, c'est le titre d'une revue qui va être éditée entre 1930 et 1933, entre juillet 1930 et mai 1933. Mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que le rapprochement avec le Parti communiste ne suppose en aucun cas pour eux de perdre leur indépendance. En fait, les surréalistes, bien sûr, ne veulent pas s'en remettre à des directives extérieures. Et plus précisément, en fait, André Breton va prôner une ligne parallèle propre à la poésie, propre à leur activité artistique. Et cette ligne, eh bien, elle devrait être parallèle à la révolution communiste. Donc il est contre, Breton est contre la poésie de propagande. Il est pour, par exemple, Vladimir Maïakovski, qui se suicide d'une balle dans le cœur en 1930 au pays des soviets, c'est-à-dire en fait dans un pays qui laisserait entendre que le bonheur est advenu, notamment à travers la disparition des classes sociales. Alors ici, on peut dire que Breton cherche finalement à suivre une ligne qui est plutôt ardue, une ligne ardue entre autonomie et engagement. Et forcément, cette ligne de crête, en quelque sorte, elle entraîne de multiples tensions au sein du groupe. Elle va notamment aussi entraîner un certain nombre de rejets, notamment à la suite de la conversion de Louis Aragon. En fait, cette conversion du poète a lieu à son retour du deuxième congrès international des écrivains révolutionnaires. Précisément, c'est à Kharkov en 1930. Et en retour donc de ce congrès révolutionnaire, Aragon va reconnaître comme sienne la pensée du matérialisme dialectique. Et forcément, d'une certaine manière, ce matérialisme dialectique qui suppose quoi ? Qui suppose de mettre à jour un certain nombre de contradictions pour mieux les dépasser. Ce matérialisme dialectique, quelque part, il vient s'opposer à l'absence de contradictions qui avait été prônée par Breton dans le premier manifeste. Alors Breton, lui, il cherche avant tout à créer une voie nouvelle à travers la poésie, et il ne saurait se soumettre aux injonctions idéologiques. Pour l'artiste surréaliste, en fait, la maîtrise ne peut pas être totale en matière d'art. Et c'est peut-être pour cela que ces artistes ne peuvent s'en remettre à des idées développées par un parti et à une ligne, encore une fois, de conduite qui serait orthodoxe. L'une des pratiques, bien sûr, propres au surréalisme, c'est l'automatisme. Et forcément, l'automatisme, il suppose, encore une fois, de faire appel au pouvoir de l'inconscient, et il suppose d'écarter une position objective, à moins que ce ne soit celle du hasard, ce fameux hasard objectif, interprété dans L'Amour fou, le roman de Breton, comme, je cite, la forme de manifestation de la nécessité extérieure qui se ferait un chemin dans l'inconscient humain. Donc là, on a cette idée finalement que extériorité et intériorité sont comme des vases communicants, et que le hasard objectif, c'est quelque chose que l'individu peut assimiler, et ce n'est pas quelque chose qui, en quelque sorte, viendrait simplement le déposséder de son individualité. Donc faire appel au hasard, ce qui est vraiment une des pratiques surréalistes primaires, faire appel au hasard ne suppose pas que les surréalistes déclinent toute responsabilité. Et là, il suffit bien sûr d'observer la toile de Max Ernst qui s'appelle L'Ange du foyer, puisque cette toile, L'Ange du foyer, elle a en fait été peinte après justement la défaite des républicains espagnols contre l'armée du général Franco dans le contexte donc de la guerre d'Espagne. Voilà ce que dit Max Ernst rétrospectivement. Il explique que c'est évidemment un titre ironique, l'âme de l'ange du foyer, c'est évidemment un titre ironique pour désigner une sorte d'animal qui détruit et anéantit tout sur son passage. C'était l'impression que j'avais à l'époque de ce qui allait bien pouvoir arriver dans le monde, et en cela, j'ai eu raison. Alors, quel est cet ange du foyer ? Ici, vous voyez que ce monstre, il correspond
un assemblage de multiples formes organiques, et c'est un monstre donc gigantesque qui est en proie à une sorte de danse délirante, et cette danse délirante l'amène à se ruer dans une plaine qu'il domine, une plaine qui est un paysage symbolique mais surtout minimal de l'Europe. Alors, vous noterez que dans ce tableau, en fait, il n'y a pas simplement cet ange du foyer, il n'y a pas simplement ce monstre dominateur. On trouve un autre personnage à gauche de la composition, un personnage en fait qui essaie de retenir l'affreux animal. Cet être, il est tout aussi difforme que le premier, mais en fait cet être qui cherche à retenir l'ange du foyer, c'est le double de l'artiste, c'est-à-dire que c'est la représentation imaginaire de l'artiste, à laquelle d'ailleurs l'artiste avait donné un nom, c'est Lop Lop. Lop Lop, en fait, c'est une figure que l'on va retrouver dans différentes toiles de Max Ernst. Et en fait, ce Lop Lop, ce personnage fantasmatique, c'est un personnage qui va prendre différentes formes et qui lui aussi connaît un caractère polymorphe. Donc, à travers ce personnage, on voit bien justement, encore une fois, quelle est la ligne de conduite du surréalisme. C'est-à-dire que le surréalisme n'a pas pour but de se rigidifier, sous prétexte de combat politique, puisqu'il en allait de l'émancipation de l'individu. Il en allait de l'émancipation de l'individu, il en allait de la passion contre le fanatisme, et à l'époque de l'entre-deux-guerres, le fanatisme premier qu'il faut combattre, c'est bien sûr le fanatisme patriotique, le fanatisme nationaliste. Alors, il faut rappeler également, je l'ai noté très rapidement dans mon propos précédemment, il faut rappeler également que les surréalistes font aussi de l'amour l'un des moteurs de la Révolution. Et là encore, cette notion, elle participe en quelque sorte du décalage avec la théorie marxiste stricte. Dans le deuxième manifeste du groupe, toujours écrit par Breton, ce deuxième manifeste, il est écrit en 1930, Breton explique ceci. Il dit, je le cite, que le problème de la femme est au monde tout ce qu'il y a de merveilleux et de trouble. Et cela, dans la mesure même où nous y ramène la foi qu'un homme non corrompu doit être capable de mettre, non seulement dans la révolution, mais encore dans l'amour. Alors cette importance conférée à l'amour, cette importance conférée à la femme, elle apparaît dans un photomontage de René Magritte qui accompagne justement la révolution surréaliste et qui accompagne dans la révolution surréaliste précisément des réponses à une enquête sur l'amour. Et en fait, cette vaste enquête sur l'amour, qui donnait lieu à 53 réponses, elle faisait suite à une précédente enquête. Et cette précédente enquête, c'était des recherches sur la sexualité. Et effectivement, encore une fois, on peut répéter que le désir et la passion amoureuse sont les expressions les plus évidentes du comportement lyrique que préconise Breton. Donc désir, passion amoureuse, cela constitue en quelque sorte un comportement lyrique auquel il faut s'en remettre selon Breton. L'amour chez les surréalistes est une incandescence, c'est en quelque sorte l'accomplissement d'un miracle païen. En fait, pour eux, c'est la tension vive d'une folie sublime. Et l'amour, dit en ces termes lyriques et passionnés, c'est bien une manière de souligner qu'il va à l'encontre des règles sociales, puisque ce qu'exaltent les surréalistes, c'est l'amour fou et aussi, puisqu'il est question de désir, la sexualité sans entrave. Et dans cette logique de sexualité sans entrave et d'amour fou, la femme, en quelque sorte, est pour les surréalistes hommes l'incarnation de l'absolu. Alors, toujours est-il que l'amour, chez les surréalistes, ne saurait être exclusivement compris et interprété comme une force lumineuse. En fait,
il y a une figure qui nous permet de le rappeler. C'est cette figure, je dirais, antitutélaire de Sade, figure de Sade qui revient dans de nombreux écrits des surréalistes. Et puis il y a une œuvre, pour le coup, qui nous rappelle que l'amour n'est pas nécessairement lumineux. Cette œuvre, c'est la poupée de Hans Bellmer. Alors, il s'agit en fait, vous le voyez, d'une sculpture de taille quasiment humaine. C'est une sculpture qui faisait 1,40 m. Une sculpture qui a une particularité, c'est d'être désarticulée et dont les membres donc pouvaient être agencés selon en fait de multiples variations. Donc on avait là de nombreuses potentialités anatomiques, des potentialités anatomiques que l'artiste Hans Bellmer va bien sûr tester. Et ces potentialités anatomiques, elles ont pour but d'être une sorte de radiographie de la mécanique du désir. La mécanique du désir, c'est l'expression de Bellmer. Et ce que Bellmer en fait appelle aussi l'inconscient physique. L'inconscient physique et non pas psychique. Donc en fait, à travers cet inconscient physique, Bellmer donne à voir ses propres perversions sadiques, notamment dans les combinaisons infinies de son pantin. Un pantin qui va être violenté, un pantin qui va être fragmenté, un pantin sculpture qui finalement apparaît entre objets animés et inanimés. En fait, la poupée de Hans Bellmer, elle entremêle Eros et Thanatos, c'est-à-dire qu'ici, on est au cœur, en quelque sorte, du lien entre pulsion de vie et pulsion de mort. Et donc, cette poupée, elle rappelle, encore une fois, que le surréalisme a sa part de négativité. Le surréalisme a sa part de négativité, c'est-à-dire sa part de mystère inquiétant qui est propre à la psyché et que rien finalement ne saurait affadir ou réduire. Alors il se trouve que cette dimension subjective qui innerve toute la création surréaliste, cette dimension subjective, elle va à l'encontre de ce qui est affirmé en Russie, de ce qui est affirmé au début de la Révolution d'octobre. 1917, c'est bien sûr la Révolution. Et la seule chose que je noterai, j'ai bien sûr pas le temps de développer cette question, c'est que 1917 entraîne à l'échelle d'un pays une réorganisation du système artistique, comme il y avait eu en France une réorganisation du système artistique en 1789. Et donc ici, on a l'abandon des vieilles structures de l'ancien régime tsariste. Les académies en fait sont remplacées. Elles sont remplacées dès septembre 1918 par des ateliers libres, des ateliers que l'on appelle à l'époque et en russe les zvomas. Et avant que l'art bureaucratique ne s'affirme, ce sera pour les années 30, avant que l'art bureaucratique ne s'affirme, avant que le réalisme socialiste ne devienne la création officielle, la liberté individuelle fut prônée en Russie, donc après 1917. La liberté individuelle est prônée. Et comme dans les autres pays, des mouvements vont essaimer, des mouvements modernes, des mouvements d'avant-garde. Et ces mouvements, ils vont aussi s'opposer, ils vont connaître et cristalliser des querelles. C'est le cas notamment du suprématisme et du constructivisme. Suprématisme et constructivisme. Alors je vais surtout privilégier aujourd'hui le constructivisme, mais je vais quand même dire un petit mot rapidement sur le suprématisme. Le suprématisme, en fait, il est emmené par Kazimir Malevich. Et c'est un art avant tout spirituel, un art qui dévoile une spiritualité qui va passer par la notion de rien, c'est-à-dire l'idée du sans-objet. Et cette idée de sans-objet, elle est ici assumée de manière totale, de manière globale. Alors, pour parler de ce rien, il suffit de montrer peut-être cette composition radicale, le carré blanc sur fond blanc de Kazimir Malevich, où on voit bien que ce que cherche ici à mettre en avant l'artiste, c'est la pureté de l'acte pictural. Pureté de l'acte pictural qui, vous le voyez bien, passe par la non-figuration. Et ici, en fait, la non-figuration,
elle est comprise comme une forme vivante réelle. C'est une forme vivante réelle. Le tableau devient une forme vivante. C'est une surface qui saisit un abîme, mais un abîme qui est jugé par l'artiste infini. Et cet abîme infini, en fait, c'est le synonyme de l'être. Le suprématisme, en effet, excusez-moi, le suprématisme, en effet, suppose la fin de l'objet, mais il ne suppose pas simplement la fin de l'objet. Ce suprématisme, il suppose aussi la fin du sujet, la fin de la subjectivité, ainsi que l'abandon des codes purement plastiques, c'est-à-dire que face à une œuvre aussi radicale, une œuvre abstraite de ce type, nous ne sommes pas bien sûr dans le registre du décoratif, loin s'en faut, nous sommes vraiment dans un registre qui est pleinement métaphysique. Et il s'agit pour l'artiste d'atteindre en fait à la libération du regard, la libération du regard en direction de l'être. Et cette libération du regard en direction de l'être, elle passe notamment par la mise entre parenthèses de l'étang. Et c'est pour ça ici qu'il n'y a aucune forme quasiment à observer. Alors, là, j'ai développé autour de ce carré blanc sur fond blanc, mais immédiatement, ce qu'il faut donc dire de manière tranchée, eh bien, c'est que le constructivisme, qui va surtout m'intéresser dans cette dernière partie, le constructivisme, lui, s'oppose à cette approche. Il s'oppose à cette approche. Il assume le constructivisme, il assume la mort de la peinture. Et s'il assume la mort de la peinture, c'est pour mieux valoriser en fait une culture des matériaux. On peut le dire là aussi d'une autre façon et noter que finalement, ce que cherche à réaliser le constructivisme, c'est réconcilier l'art et la technique. Il s'agit de réconcilier l'art et la technique, et c'est-à-dire qu'il s'agit de mettre en œuvre une construction technique de la vie. Donc vous voyez, c'est un peu le fil conducteur ce soir, on est toujours dans une approche qui suppose que l'art doit se dépasser en quelque sorte et doit intégrer la vie, il doit finalement produire sa propre culture. Alors la mort de la peinture, qu'est-ce que cela signifie? C'est d'abord très simple, la mort de la peinture, c'est l'abandon du tableau de chevalet. L'abandon du tableau de chevalet. Le tableau de chevalet est considéré comme caduc, c'est un objet obsolète. Et si le tableau de chevalet devient un objet obsolète, eh bien cela suppose tout à coup que l'artiste doit investir l'espace et ses trois dimensions. Donc c'est bien l'espace de la vie, l'espace du réel qui est ici en jeu, c'est-à-dire l'espace avec ses trois dimensions. Et c'est pour cela que je commence en fait cette réflexion autour du constructivisme à partir du monument à la 3e internationale de Vladimir Tatin, qui n'est pas à proprement parler une œuvre constructiviste, puisque en fait, le constructivisme, le terme, n'apparaît qu'en 1921, mais très clairement, les artistes vont être dans la lignée de Tatlin. Tatlin apparaît comme l'un des précurseurs donc, du constructivisme. Alors, qu'est-ce que ce monument à la 3e internationale? C'est un objet entre la tour Eiffel et la tour de Babel, en quelque sorte. Et ici, en fait, cette architecture, elle représente la foi en la Révolution. C'est une foi en la Révolution qui est ici incarnée, et l'espérance, donc, en la création d'une nouvelle société. Alors, il s'agit d'une commande, il s'agit d'une commande publique, d'une commande en fait de la section art plastique, alors c'est IZO en russe, la section ISO du commissariat à l'instruction. Et on voit tout de suite, à travers un projet de ce type, justement, qu'on dépasse encore une fois les catégories classiques de la création. En fait, Tatlin disait lui-même que son monument était, je le cite, la synthèse organique des principes architecturaux, sculpturaux et picturaux. Donc la synthèse organique des principes architecturaux, sculpturaux et picturaux. En fait, ici, on a affaire à un acte fondateur qui tente de concilier une forme purement créatrice avec une forme utilitaire. Alors ça semble justement antinomique, mais finalement pas moins que cette ligne dont je parlais précédemment à propos du surréalisme, c'est-à-dire cette ligne qui cherchait à conserver autonomie plastique et engagement politique. Eh bien ici, l'œuvre aussi doit être autonome, mais elle est aussi utilitaire, puisqu'on va voir que l'artiste en fait doit devenir un ingénieur, il doit se mettre au service de la société.
Alors, de façon emblématique, en fait, le monument à la Troisième Internationale fait appel justement à des formes géométriques, des formes géométriques qui disent immédiatement le refus de la figure humaine. Vous voyez qu'il se constitue de trois espaces qui sont disposés l'un au-dessus de l'autre, des espaces alors qui sont enserrés dans un système complexe de tiges verticales et de spirales. Alors, la partie basse du monument, rapidement, correspond à un cube. La partie centrale, en fait, à une pyramide oblique à base carrée. Et la partie supérieure, elle, correspondait à un cylindre. Les trois espaces étaient distincts car ils devaient en fait abriter des fonctions différentes, des fonctions propres à chacune. Je laisse ça de côté. Et en fait, l'une des innovations de cette architecture, c'est que chacune de ces parties devait se mouvoir. En effet, chacune de ces parties devait connaître une rotation distincte selon les parties. En fait, la partie basse devait connaître une rotation annuelle. La partie médiane devait connaître une rotation mensuelle et la partie supérieure, elle, devait tourner en 24 heures, c'est-à-dire qu'elle devait connaître une rotation journalière. Ces trois lieux, ces trois espaces qui constituaient donc le monument, devaient être en verre, matériau moderne par excellence, mais voilà, ce qu'il faut immédiatement ajouter, c'est qu'en fait, ce monument n'a pas été concrètement réalisé. En fait, on ne le connaît qu'à travers le projet, qu'à travers des maquettes. Et en l'occurrence, ici, c'est une maquette donc, qui fait appel à du bois, du contreplaqué, du fer blanc, du métal pour les éléments de fixation. Et puis, la peinture, elle n'est quand même pas écartée. Il y a de la peinture à l'huile, il y a du papier huilé et aussi des ficelles qui sont utilisées. Et en fait, il y a là peut-être un décalage à souligner entre justement le caractère presque artisanal de la maquette et le fantasme d'une construction purement moderne, utilitaire, faisant appel aux matériaux les plus neufs. Il faut souligner que en fait, Tatlin n'a jamais donné les détails de fabrication de son monument. Il n'a jamais donné les détails de fabrication de son monument, tout simplement parce que son monument, il était avant tout un concept. C'était avant tout un concept. Le monument à la Troisième Internationale, c'est une sorte de catalyseur d'énergie, c'est-à-dire qu'ici, c'était avant tout un objet qui servait à guider, à tracer la voie, en quelque sorte, de l'avenir. Alors, le constructivisme, vous voyez, peut, dans ses prémices, avoir quand même une dimension un petit peu spiritualiste, mais il faut quand même reconnaître que les artistes qui vont constituer ce groupe vont clairement emprunter une voie, un chemin qui est un chemin technicien, un chemin matériel, c'est-à-dire celui qu'avait défriché en quelque sorte Tatlin. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que malgré quand même ce que je viens de dire à propos du monument à la Troisième Internationale, qui n'a jamais donné lieu à une production concrète, cela signifie que l'art constructiviste doit quand même être efficient. L'art constructiviste doit être efficient, il doit être efficace. Et la première des choses alors à ajouter, c'est que cet art efficient ou efficace, il doit s'intéresser au réel, mais il doit s'intéresser au réel par-delà les apparences, donc bien sûr en bannissant encore une fois l'illusion. Et cette idée d'un art qui privilégie le réel, mais au-delà des apparences, ce fut le credo d'un manifeste réaliste. Alors ça peut sembler antinomique, un manifeste réaliste qui finalement cherche à être au-delà des apparences. Le manifeste réaliste donc de Nam Gabo et Anton Pevsner. Et si j'en parle, c'est tout simplement parce que ce manifeste réaliste, il est souvent considéré comme le manifeste qui a influencé le constructivisme. Alors, il s'agit donc dans cette ligne réaliste, non pas, encore une fois, d'être dans le registre de la représentation. En fait, ce réalisme-là, ce réalisme russe, il suppose de s'intéresser aux véritables lois de la vie. Et, encore une fois, qu'est-ce qui est en jeu ici ? Les véritables lois de la vie, elles se définissent à travers des structures. Donc, c'est les structures, et des structures forcément abstraites, qui vont être mises en avant par ces artistes. Alors ici, vous en avez un exemple par l'artiste qui est en quelque sorte la figure de proue du constructivisme, Alexander Rodchenko.
Et en fait, bien vous voyez que on a donc avec cette construction spatiale ovale, on a une sculpture qui est suspendue au plafond. Et cette œuvre, en fait, fait partie d'une série de mobiles que Rodchenko va créer précisément en mai 1921. Alors cette œuvre, elle développe en fait un entremêlement de cercles sur un mode qui est, alors là, on peut le dire, particulièrement épuré. On a affaire à une forme minimale. Cette forme minimale, forcément, elle dit quoi? Elle dit avant tout l'économie des moyens, la grande économie des moyens. On a affaire à ce que l'on pourrait appeler, je mets quand même des guillemets, une forme de réductionnisme. Et ce réductionnisme, en fait, il a encore une fois une ambition, c'est l'ambition d'aller au rythme premier, d'exprimer les rythmes premiers. Et à travers ce travail de simplification, on voit bien finalement ce qui est aussi en jeu, c'est l'idée que la figure de l'artiste est en train de se transformer et l'artiste finalement devient un technicien. L'artiste, à travers le constructivisme, devient un ingénieur. Deux mots pour qualifier finalement le constructivisme pourraient ici être utilisés, la sobriété ou l'ascétisme, sobriété et ascétisme, qui sont justement une façon de refuser l'expression. Une façon de refuser l'expression, et là je parle bien sûr en opposition au surréalisme, donc l'expression subjective, l'expression individuelle. Vous comprenez bien pourquoi le nouvel art prolétarien est avant tout un art collectif, c'est un art communautaire, c'est un art finalement qui doit bannir donc la subjectivité, qui doit bannir aussi l'intuition. Alors dans le cas présent, vous voyez aussi que on a affaire à une œuvre ou une sculpture, si on veut en parler en ces termes, une sculpture qui se libère de la masse, donc ce qui montre encore une fois un désir d'innovation. Et on a affaire à un objet transparent où l'air et la lumière circulent entre des lignes courbes qui disent quoi? Qui disent que l'art ici est une construction. Alors les formes architectoniques sont sûrement le plus sûr indice de cette perspective matérielle que l'on peut observer dans une autre œuvre, une œuvre cette fois-ci de 1923. Alors cette œuvre, en fait, c'est une exposition. C'est l'espace Praun, P-R-O-U-N. En fait, Praun, P-R-O-U-N, c'est l'acronyme en russe de Projet pour l'affirmation du nouveau. Donc toujours cette ligne de l'innovation, toujours cette ligne de l'originalité. Alors, quel est ici cet espace Praun? En fait, vous le voyez, ce sont des reliefs géométriques, des reliefs qui sont accrochés au mur et qui créent en fait un véritable environnement, un environnement dans lequel le spectateur est intégré. Et cet espace Praun, en fait, il crée une sorte de parcours, un parcours modelé plastiquement. Donc modelé plastiquement, ça veut dire modelé par la forme, par les couleurs, par le volume. Et en fait, cet espace Praun, cette modélisation de l'environnement, il avait pour but d'impulser une attitude dynamique chez le spectateur, c'est-à-dire que le spectateur, en fait, devait plutôt être dans le registre de la déambulation plutôt que dans le registre de la contemplation passive. Or, ici, on a donc l'expression d'un rapport dynamique à l'espace. Et ce rapport dynamique à l'espace, il s'observe tout particulièrement dans le domaine photographique chez Rodchenko. Alors Rodchenko, en effet, va abandonner la peinture en 1921 et il va privilégier la photographie. Alors bien sûr, on pourrait peut-être s'étonner de prime abord de ce retour à travers la photographie à la représentation, un retour à la représentation, surtout quand on sait que le leader du constructivisme avait fini dans une exposition qui s'appelait 5 x 5 = 25 par trois monochromes de couleurs primaires, bleu, rouge et jaune. Sauf que ce qu'il faut immédiatement ajouter, c'est qu'il n'y a pas contradiction ici, puisque la représentation, effectivement, elle revient, mais elle revient à travers un médium technique, à travers un médium industriel, à travers un œil mécanique. Et ce médium industriel, technique, cet œil mécanique, c'est bien sûr la photographie. La photographie qui a pour but ici d'expérimenter une nouvelle vision. C'est notamment ce qu'évoque le théoricien russe Ossip Brik en 1926. Je vous
énonce une phrase, il dit ceci, il dit que l'œil de la photo et du cinéma, doivent créer leur propre angle de vue, sans imiter l'œil humain, mais au contraire, en élargissant notre champ de visuel ordinaire. Alors cet élargissement de la vision, tout à fait caractéristique justement de la photographie constructiviste, cet élargissement de la vision, il passe notamment par des points de vue surélevés sur l'espace urbain, vus en raccourci. C'est le cas ici dans cet exemple qui est la place de théâtre. Et vous voyez que ce point de vue surélevé, cette plongée en fait sur l'espace urbain, il crée un phénomène d'accélération visuelle, tout simplement parce qu'il définit une diagonale très vive. Et cette diagonale très vive, elle a pour but, bien sûr, de retranscrire la vitesse de ce lieu de circulation. Un lieu de circulation éminemment moderne, puisqu'on y retrouve ici les piétons, les voitures et le tramway. Et ce vocabulaire de plongée et de contre-plongée est vraiment caractéristique, emblématique de Rodchenko. Alors il dit l'affirmation d'une originalité, l'originalité qui est bien sûr l'un des objectifs de Rodchenko. Et Rodchenko, comme les surréalistes, comme Dada, va utiliser aussi le photomontage. Il va utiliser le photomontage. Ici, je vous montre justement une mise en forme réalisée pour le poème de Mayakovsky, dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle « Pour cela ». Et vous voyez que nous sommes dans le même registre que j'ai évoqué précédemment, c'est-à-dire bien sûr la prise de distance par rapport à l'espace albertinien, par rapport à la perspective géométrique classique. Et ici, il ne s'agit pas pour l'artiste de retranscrire un fait précis, de retranscrire une réalité donnée. Il s'agit au contraire de jouer sur un télescopage d'images, de jouer sur la même saturation spatiale que vue précédemment. Et on est là finalement à la rencontre, encore une fois, peut-être entre l'objectif et le subjectif. À travers ce photomontage, finalement, ce que l'on peut peut-être énoncer, c'est que la mort de l'art, qui avait été annoncée par le constructivisme, la mort de l'art n'en est pas une. La mort de l'art n'en est pas une. Vous le comprenez, parce qu'elle donne bien sûr lieu à de multiples créations, des créations finalement qui adhèrent ou qui questionnent la formule du poète Mayakovsky, justement, la formule qu'il avait énoncée en février 1917, et qui était celle-ci, que vive longtemps l'art libre de la politique. Que vive longtemps l'art libre de la politique. On a là un slogan qui finalement traverse ces expérimentations de combat que je vous ai montrées ce soir. Et ce slogan, en fait, il augure une sorte d'association de l'art et du politique. Et il faut avoir à l'esprit que cette association de l'art et du politique, elle a eu lieu pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, ce sont peut-être les exemples que je vous ai montrés, c'est-à-dire ces exemples de l'avant-garde. Pour le pire, et donc qui correspond à une politisation de l'esthétique, mais pour le pire, c'est l'inverse, ce n'est plus une politisation de l'esthétique, c'est une esthétisation du politique, et l'esthétisation du politique, à cette époque-là, elle passe bien sûr par les régimes fascistes, à commencer par l'Italie mussolinienne et l'Allemagne hitlérienne. Toujours est-il que la mort de l'art, donc, à cette époque, suppose un passage à l'action concrète, une action concrète qui ne s'est cependant pas toujours réalisée. Mais ce qu'il faut alors ajouter, c'est qu'en fait, cette volonté d'une action concrète, cette volonté d'un dépassement de l'art, cette volonté finalement de produire une culture globale, une culture totale, cette idée-là, ce principe-là, il va connaître encore un bel avenir après la Seconde Guerre mondiale, après les nouvelles horreurs perpétuées entre 1939 et 1945. Et finalement, cette idée de dépassement, il suppose une puissance de l'art, encore une fois, qui va s'affirmer dans les années 50, dans les années 1960, mais ceci est encore une autre histoire. Je vous remercie de votre attention.
À propos du costume du Gobal, costume cubiste, c'était vraiment une opposition ou c'était s'inscrire parce que il y a des principes qui se rejoignent dans les deux? Oui, effectivement. J'avoue qu'en énonçant la phrase, je me suis moi-même demandé si je grossissais pas le trait, puisque, en tout cas pour le costume de bal, je n'en suis pas certain. C'est-à-dire, je ne suis pas certain, effectivement, qu'il s'agissait d'une opposition au cubisme. En fait, par contre, l'opposition au cubisme, elle est réelle. Donc, dans le cadre de ce costume-là spécifiquement, Et ça peut être une ça peut, dérision. voilà, ça peut être juste de la dérision, mais de toute façon, dans la dérision, il y a déjà de la prise de distance. Et il est clair que c'est vraiment ce qui, caractérise Dada par rapport aux autres mouvements d'avant-garde, c'est qu'ils sont justement contre l'invention d'un nouveau vocabulaire qui ferait style et qui, en quelque sorte, s'académiserait, c'est-à-dire finirait par devenir une vieille recette utilisée par de nouvelles générations. Et puis j'avais une autre question. On a vu l'opposition aux partis, enfin à toutes les idéologies, etc. Et quelle est la réaction, par exemple, du PC par rapport au dadaïsme? Alors, dans le cadre du... de toute façon, à un moment, le discours ne passe plus. Hein. À partir du moment où le Parti communiste privilégie le réalisme socialiste, je veux dire, le courant n'est plus possible. Et il y aura, comme ils n'ont pas adhéré, il n'y aura pas de rejet direct, mais il y aura de toute façon confrontation qui se fera. Ouais. Je veux dire. Les premières productions Dada, elles ont été rejetées par le Parti communiste Les ça l'a premières, amusé, non. Alors, il y a j'en ai pas parlé. Il y a une anecdote qui veut que en 1916, Lénine était à Zurich et Lénine aurait très bien pu être au cabaret Voltaire. Et encore une fois, peut-être voir d'un regard peut-être bienveillant cette nouvelle forme d'expression. Mais après, ça, par contre, j'ai pas de formation supplémentaire sur la prise de position du Parti communiste à l'égard des créations. Là, je parle de Dada Zurich, hein, parce que vous avez compris que, par contre, il y avait une vraie adhésion à partir du moment où John Hertzfeld travaillait avec l'Arbeiter Illustrierte Zeitung, hein, la revue ouvrière. Oui, mais je parlais en France. Oui. En France, oui. Là, c'est très complexe en France, parce qu'après, il faudrait voir en fait au cas par cas, parce que il y a des artistes qui ont adhéré au PC, d'autres non. Donc là, on ne peut pas répondre de manière générale. S'il y a des questions, elles sont possibles.